Bienvenue au 3e numéro de votre nouveau programme, Les Échos de la Finance, toujours avec William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Nous allons aborder aujourd'hui une question assez pointue. J'ai moi-même pris un certain temps avant de voir exactement de quoi il s'agissait. Nous allons parler des femmes, mais des femmes dans l'économie urbaine. On fera un numéro après sur les femmes dans l'économie rurale. Donc, les femmes dans l'économie urbaine, la division du travail par genre, homme-femme, c'est un peu ce que nous allons essayer d'élucider pour vous aujourd'hui. Alors, William, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les femmes dans l'économie urbaine, tout en sachant que, mais ça c'est un fait accompli que personne ne réfutera, les femmes sont le poteau mitant d'Haïti. Absolument. Et il faut le répéter et il faut le redire. Ouais. Parler de la division du travail, c'est vraiment distinguer dans une société comme la nôtre les responsabilités des hommes vis-à-vis des responsabilités des femmes. C'est également le mécanisme à travers lequel on augmente la productivité d'une société. Maintenant, chez nous, il y a en dehors de la division du travail, en fait, dans toutes les sociétés comme les nôtres, il y a également la société, en fait, dans toutes les sociétés en général, il y a ce qu'on appelle la division selon le genre. Donc, il y a certains travaux qui sont alloués automatiquement par culture et par habitude à des hommes et d'autres qui sont alloués automatiquement à des femmes. Et dans cette circonstance, souvent les hommes les travaux les plus difficiles, les plus ardus sont alloués aux hommes et les travaux qui méritent beaucoup plus de dextérité et de réflexion sont alloués aux femmes. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il n'y a plus le besoin de la force brute. C'est ça. Se fait sentir de moins en moins parce qu'il y a les appareils, il y a les machines qui maintenant permettent à ce que les femmes puissent remplacer la force brute et suppléer leur propre capacité physique avec l'aide de la technologie. Oui, d'ailleurs, j'ai été très frappé au lendemain de Goudou Goudou, en 2010, non, de voir le nombre de femmes qui étaient conducteurs d'engins lourds. Tous les engins de démolition, les grosses groues, etc. C'est extraordinaire le nombre de chantiers où je suis passé et où j'ai vu que c'était des femmes. Donc la technologie a vraiment ouvert les portes, aux femmes et a littéralement éliminé, ou presque éliminé, la division du travail selon le genre. Cela dit, William, l'inverse n'est pas forcément vrai. Regarde, moi je me suis trouvé à plusieurs occasions à la sortie du parc industriel Sonapi, et au moment où les ouvriers finissaient de travailler, je me suis trouvé à l'intérieur au moment de la pause lunch. J'ai l'impression, évidemment, je n'ai pas compté, j'ai pas eu le temps de compter, mais j'ai l'impression que 70% des ouvriers qui travaillent à la Sonapi, c'est des femmes. Maintenant, et il est vrai qu'il y a beaucoup d'usines d'industrie de transformation, etc., où il faut être plus méticuleux que les grosses mains velues des hommes. Mais dans ce domaine-là, en tous les cas, les femmes sont une majorité écrasante. Maintenant, il faut souligner qu'en général, la dextérité des femmes est préférable à la dextérité des hommes dans certains travaux pointus. Où il faut vraiment beaucoup d'attention. Le Singapour, par exemple, a construit toute une section de son économie à partir du travail de femmes. Parce qu'il fallait, pendant les premiers jours de l'industrialisation de Singapour, faire un travail très méticuleux et pointu pour la finition de certains produits qu'ils devaient exporter et qu'ils devaient assembler. Donc, les femmes ont cette tradition, cette capacité de faire. Maintenant, au niveau de la zone couturière, c'est ça, etc. Non, les habitudes qui ont été de façon culturelle, les habitudes qui ont été impliquées aux femmes, la couture, la broderie, l'usage de la main. Oui. Donc, mais l'usage de la main pour des travaux raffinés. Très, très, très spécifiques. Maintenant, il faut souligner que en dehors de le nombre écrasant de femmes que vous avez
voir au niveau de la CENAPI. Le nombre des femmes, le nombre de zones franches, le nombre de parcs industriels dont nous disposons en Haïti, n'absorbe à peu près 110 000 à 120 000 emplois et ne représente que 70 à 80 000 emplois. Entre Sonapi, Chodecosa, Caracol, 100 à 110 000. À 100 à 110 000. Parce qu'à Caracol, initialement à Caracol, les projections étaient de 25 000 emplois. Oui, 25 et même 30 000. Oui, même 30 000, mais ils n'ont pas encore un tiers de ça. Hein. C'est ça. Ils ne sont pas encore à 10 000. Non, ils ne sont pas encore à 10 000. À Sonapi, il y a beaucoup plus d'emplois à Sonapi parce qu'en fait, nous sommes en milieu urbain. Il y a aussi... Et que Sonapi existe depuis longtemps, mais aussi, depuis longtemps. Mais aussi c'est parce que la proximité de Sonapi à la capitale, la proximité de Sonapi au port, la proximité de Sonapi à l'aéroport. C'est ça, oui. Donc, ce qui vraiment fait que l'investisseur qui s'engage en Haïti dans la production du textile, dans la production autre chose, la peinture, etc., ils sont beaucoup plus attiré par Sonapi en vertu de la proximité des infrastructures dont il a besoin pour faire fonctionner son affaire. Finalement, le seul avantage peut-être de Caracol, c'est sa proximité avec la frontière dominicaine. Oui, absolument. Bon. Mais c'est un gros avantage. C'est un gros avantage parce qu'en fait, il y a une zone franche qui est localisée du côté de Dahamon. Exactement. Et où il y a à peu près 6 000 emplois, qui représentent 6 000 emplois, mais encore des femmes. C'est ça. Encore des femmes. Pourquoi? Parce que c'est, comme nous venons de le dire, c'est parce que les femmes, et surtout si l'entreprise est une entreprise qui est axée sur le textile, l'assemblage, etc. Donc, ce sont les femmes qui sont en général préférables pour les employeurs. Parce qu'il y a une autre chose. Selon les données statistiques, les femmes sont beaucoup moins enclins à se syndiquer. Les femmes sont beaucoup moins enclins à revendiquer. Maintenant que vous dites ça, en effet, à chaque fois que nous avons reçu les représentants de syndicats, de quelques syndicats... C'est toujours les hommes. Toujours. Ouais. Je n'ai pas encore vu une seule femme. Donc, il y a ça aussi. Donc, maintenant, d'un point de vue statistique, selon tous les chiffres que nous avons sur la population haïtienne, qui varie entre 10 millions et 12 millions. Donc, pour faciliter les choses, on peut dire 10 millions. 60% de cette population, c'est la population active, donc ce qui vous donne à peu près 6 millions d'emplois. Et des 6 millions d'emplois, le taux de chômage dans le pays est à peu près 60%. Certaines personnes diraient 70%. Maintenant, si la population active et le ratio entre la population active et la population des femmes dans le pays, 52%, ce qui vous donne à peu près la proportion de femmes dans la population active devrait être estimée à 3 500 000. Et normalement, les 3 500 000, si vous avez un taux de chômage dans le pays de 60%, on regarde à peu près 360 000 femmes qui pourraient être en dehors de la force de travail sur les 3 millions, sur les 3 millions que ça représente. Donc, c'est ce qui explique la quantité, le nombre de marchandes que nous avons dans les rues. Parce que même s'il n'y a pas de chômage, il y a ce qu'on appelle le sous-emploi. Le sous-emploi se manifeste par un engagement qui, au bout d'une journée de travail, ne génère pas assez de revenus pour permettre à ce que le citoyen puisse répondre aux besoins de sa famille. Donc ça, c'est le sous-emploi. Vous le trouvez également au niveau des hommes. Donc ce qui fait que au niveau de la division du travail en Haïti, il y a une concentration active des femmes dans les manufactures de textiles, dans les zones franches, dans les parcs industriels, tandis que les hommes, eux, sont plutôt engagés dans les activités de transport, les activités de cabotage, les activités de pêche, les activités qui sont plutôt ardues. C'est ça. Ouais.
c'est ça. Bon, eh bien, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore dans ce chapitre sur les femmes dans l'économie urbaine? Vous avez fait allusion à l'instant au nombre de marchandes, mais ça, on passe déjà au... Maintenant, il y a rural. certains secteurs dans l'économie urbaine qui sont qui sont surtout dominés par les femmes. Par exemple, vous avez la restauration. Oui, surtout le domaine du manger-cuite. La restauration, c'est à 100%. C'est du domaine des femmes. Je n'ai jamais vu un homme vendant du griot sur un trottoir. Machine fritaille garçon. Machine fritaille non plus. Jamais. Donc il y a certains secteurs, et tout ceci c'est en vertu des habitudes que nous avons acquises au fil des temps, qui fait que certaines activités retombent sur les épaules des femmes. Donc vous avez la restauration, vous avez l'hôtellerie, vous avez le service à l'intérieur de l'hôtellerie, vous avez la couture. Oui. D'ailleurs, on dit couramment les femmes de chambre. Je ne crois pas que l'expression les hommes de chambre existe. Oui, absolument. Donc tout ceci fait que les femmes urbaines remplissent la division du travail à l'intérieur de nos sociétés urbaines vraiment détermine le travail qui est alloué aux gens. Hein? D'accord. Oui. Maintenant, il y a une chose que je voudrais signaler avant qu'on finisse. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Oui. 2022 représente, nous sommes au 21e siècle. Donc, à la date où nous sommes aujourd'hui, nous vivons le premier quart de ce siècle. Exact. Oui. Et jusqu'à 2025. Oui, les premiers événements que nous avons témoignés, qui ont eu lieu. Nous avons eu le Covid, qui a affecté 5 millions de personnes. Et qui a tué 5 500 000 personnes dans le monde, oui. Et nous avons eu le développement de la crypto-monnaie. L'apparition de la crypto-monnaie. Nous avons eu des voyages qui s'effectuent actuellement vers Mars. Oui, et vers la stratosphère avec Elon Musk et l'autre. Nous avons la transition de l'hydrocarbure vers les énergies renouvelables. Et vers la voiture électrique. Maintenant, tout ceci nous ramène, il y a un siècle, à une époque pareille. Vous voulez dire en 1920. En 1920. 1920, on vient de sortir de la Première Guerre mondiale. Qui a causé, et on attend la seconde. Et qui a causé 17 millions de morts. Nous avons vu la traversée de l'Atlantique par avion, les vols intercontinentaux. L'arrivée de l'avion. L'arrivée de l'avion. Nous avons eu ce qu'on appelle le Fordisme. Le Fordisme, c'est le mécanisme à travers lequel l'infrastructure qui a été conçue par Ford pour manufacturer le Ford T-Ford, qui permettrait la manufacture en chaîne. À grande échelle. Nous avons eu l'évolution du jazz. Nous avons eu la grippe espagnole, 50 millions de morts. De 50 millions de morts qui nous remettrait au Covid. Oui, bien sûr. Nous avons eu le mouvement féministe, où les femmes se sont manifestées, les femmes ont obtenu le droit de vote aux États-Unis en 1920, 1919 en Angleterre, 1917 au Canada. Oui, et 45 en France. Et 45 en France. Et vous avez aussi eu un changement culturel extraordinaire où les femmes, il était acceptable pour que les femmes boivent et fument dans les rues. Voilà. Et portent les miniskirts. Bien. Donc, miniskirt, c'était plutôt les années 60. Non. La mini-jupe. Mini-jupe des années 60. Oui. Mais au moins, les femmes pouvaient exposer leurs jambes. Oui. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que nous vivons une époque pareille. Et à l'époque dont nous parlons en 2020, il y a eu un essor économique extraordinaire à travers le monde. Donc, oui, mais alors là, attendez, William, je vous arrête tout de suite. D'abord parce que la fin de l'émission approche. Mais si vous êtes en train de faire un parallèle entre 1920 et 2022, en montrant les similitudes dans divers domaines, le statut des femmes, la technologie,
Covid et grippe espagnole, etc. Laissez-moi vous rappeler que juste après 1920, il y a eu 1939. 39-45. Est-ce que vous êtes en train de me dire que nous sommes en train de nous diriger tout droit vers la Troisième Guerre mondiale? Bon, non, mais nous avons des guerres aujourd'hui qui se font. Vous avez la guerre en Iran, vous avez, enfin, plutôt au Moyen-Orient, vous avez les conflits en Ukraine, vous avez l'intention de la Chine de s'accaparer de Taïwan. Mais ce sont des guerres par procuration. Oui, mais les grandes puissances ne font pas la guerre. Mais si la France a des troupes actuellement dans divers pays d'Afrique, on ne peut pas dire que la France soit en guerre en Afrique. Mais les troupes mènent des opérations militaires. Absolument, oui. Maintenant, à la demande des pays. C'est l'argumentaire. Oui. Maintenant, il faut additionner une chose. Nous pouvons peut-être éviter les guerres. C'est pour cette raison que plusieurs instances internationales ont été créées. C'est pourquoi les Nations Unies, le mouvement de la paix, tout ceci, c'est pour que les grandes nations puissent résoudre leurs conflits et éviter la guerre. Exact. Mais il est probable, et les conditions existent, et parmi les penseurs militaires, surtout de l'OTAN, qui te disent que nous sommes sur la voie d'une guerre. Oui. Hein? Oui. Nous sommes sur la voie d'une guerre qu'il faudrait faire attention. Oui, et les Russes disent, attention, si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, il y aura la guerre. Ils envahissent l'Ukraine. Voilà, ils vont envahir l'Ukraine. Bon, oui. Enfin, espérons, vous savez, au moment où la bombe atomique est apparue et qu'il y a eu la ruée vers l'arme atomique, que les Russes l'ont eu quelques années après les États-Unis, ce qui signifie que pendant un certain nombre d'années, les Américains ont été les seuls à posséder l'arme absolue, l'arme de destruction absolue. Bon, à partir du moment où les Russes l'ont eu, on est rentré dans l'ère de ce qu'on a appelé la le détente. MAD. Non, MAD. Et c'est merveilleux que le mot MAD, qui signifie fou furieux, c'est également le truc de Mutually Assured Destruction. C'est-à-dire destruction mutuelle garantie. Des deux côtés. Bon, voilà. Et tous les penseurs de l'époque ont dit que c'est la seule façon d'éviter, justement, l'usage de l'arme atomique. C'est la certitude que le jour où l'un des deux l'utilise, c'est le monde qui disparaît. Espérons qu'on va rapidement arriver à une situation d'équilibre comme ci, même si c'est un équilibre dangereux. Moment d'entente. Moment d'entente, absolument. Eh bien, merci William, merci de cette approche sur les femmes. On va continuer avec les femmes encore. Et il est certain que nous retrouverons les femmes encore dans d'autres numéros, parce que, comme je viens de le dire à l'instant, la femme haïtienne est le potomitan numéro 1.